Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 août 2015. Mon nom est Bruno Lalonde, oui, de retour dans la bibliothèque. Alors, avant d'enregistrer cette petite vidéo, j'ai pensé à mon ami J, qui m'a légèrement, oui, cet ami, le féburien, qui m'a un tantinet morigéné concernant la vidéo que j'ai faite sur la nécessaire préparation à l'écriture. Et je lui ai confié lors d'une balade en voiture que nous avons fait tous les deux que cette réflexion autour de l'ascèse avant l'écriture, eh bien, est née d'un traumatisme profond, majeur, et dont je ne suis probablement pas remis, traumatisme que j'ai vécu dans ma petite adolescence. Je lui ai narré dans le détail cette mésaventure fondatrice de ma propre existence, et d'une espèce d'aversion mienne concernant tous les beaux discours faits par les hommes de lettres en général, philosophes, psychologues, psychanalystes, historiens, et je cherche toujours la vérité de l'homme qui est derrière. Au fond, c'est pratiquement la seule chose qui m'intéresse. Ainsi, le psychanalyste François Péraldi également ne s'intéressait qu'à cette vérité occultée, en étant un grand amateur de mémoire, de carnets, de journaux. Alors, j'ai révélé ce lourd secret à mon ami J, et je pense que je vais devoir l'écrire tôt ou tard. J'ai assez vécu, et je me suis assez tu, et j'ai pris assez d'infinies précautions avant d'écrire, que je peux maintenant passer à l'acte, et donc, dans le cas échéant ici, passer aux aveux, dire enfin ma vérité. Coïncidence jungienne que cet ami pourra apprécier, j'ai vu l'un des poètes en question. Non, pardon. Hier, un client à ma librairie m'a demandé les recueils de poésie de ce poète-là. Et il m'a demandé si je le connaissais. Et je lui ai dit que oui, j'avais eu à le fréquenter dans ma petite adolescence. Et je n'en ai pas dit davantage. Et je lui ai demandé, lui, comment ça se fait qu'il le connaissait. Et il me disait qu'il était voisin dans les Laurentides. Donc, il est retourné, ce poète, sur le lieu de cette tragédie qui n'a jamais été dite, qui n'a jamais été expliquée, et qui fait probablement partie, très certainement, de l'un des plus grands tabous de l'histoire littéraire et poétique du Québec. Quelque chose qui n'a jamais été dit, ni décrit, ni analysé dans le détail. Ce pays plein de secrets, plein de mystères, plein de violence également. Eh bien, nous n'en avons pas fini de faire le tour et nous n'avons pas fini de nous méconnaître, nous, Québécois, hélas, car nous nous sommes abrités derrière une puissance étrangère afin de ne pas nous voir tels que nous sommes. Certains se déguisent en polonais, d'autres se déguisent en brésilien, d'autres se déguisent en martien, d'autres se déguisent en sac de chips écrapoutis sur le ciment. Enfin, assez peu de gens osent assumer avec désinvolture ce qu'ils sont. Désinvolture, sprezzatura. Cette espèce de nonchalance née d'un savoir-faire supérieur, terme emprunté à la Renaissance, des hommes de cour, qui avaient le mot juste, sans effort, qui avaient la parole vraie, dite avec nuance et dite avec effronterie, dite avec panache également. Cette désinvolture d'une science supérieure, autrement dit. Sprezzatura. Alors, je vais vous lire 2 ou 3 passages tirés de ceci. Christina Campo, Les Impardonnables. Christina Campo, qui a vécu une vie d'ascèse, une vie cachée, une vie récluse, consacrée à l'écriture, et pour qui l'écriture était une pratique qui confinait aux religieux, c'est-à-dire une préparation morale. Elle ne voulait pas se payer de mots, Madame Campo. Et c'est un client de ma librairie, un vieux client de ma librairie, qui m'a dit que c'était un livre magistral. Je n'en doute pas, j'en ai lu quelques pages. Je suis soufflé, je suis subjugué. Enfin, une grande rencontre à nouveau. Et cet homme-là, je n'irai pas ici dévoiler son identité,
Mais c'est un homme qui a maintenant un certain âge et qui partage son temps en périgrin entre Paris, Athènes et Montréal. Paris, Athènes et Montréal et également l'Inde. Il va à pied, il va dans des ermitages, il va dans des temples, il fait des rencontres poétiques, rencontres amoureuses, et il regarde la vie, il regarde les jours passés, les jours qui s'enfuient, les jours qui lui restent à vivre, avec, je pense avec joie, parce que c'est le même homme qui m'a déjà dit qu'il fallait apprendre à cacher sa joie. Malheureusement, je n'ai pas atteint ce haut degré de désinvolture, mais j'y viendrai peut-être. La sprezzatura est en réalité une attitude morale qui, comme le mot, participe d'un contexte à peu près disparu dans le monde d'aujourd'hui et qui risque de connaître une éclipse définitive. Ou bien parce que rien de ce qui est réel ne disparaît jamais, de rester dans ces oubliettes où l'on l'enchaînait jadis en des temps féroces et loyaux, les princes qui avaient provoqué la colère populaire et dont il valait mieux oublier jusqu'au nom. Avec un peu d'exagération, on pourrait dire que celui qui n'a jamais eu au-dessus de lui un souverain ou au-dessous de lui un peuple, capable dans un accès d'humeur de lui trancher la tête, possède difficilement l'authentique don de la sprezzatura, qualité liée sur le plan psychologique au risque, à l'audace et à l'ironie, quelque chose de semblable à un échange de regards indifférent et altier entre le dompteur et le léopard prêt à bondir. Sagesse, téméraire, prudence, hardie. La sprezzatura est un rythme moral. C'est la musique d'une grâce intérieure. C'est le tempo, voudrais-je dire, dans lequel s'exprime la liberté parfaite d'un destin, inflexiblement mesurée pourtant par une ascèse cachée. 2 vers la renferment comme un écrin, l'anneau d'un cœur léger, avec des mains légères, prendre la vie, laisser la vie. Elle se conjugue, ou plutôt se conjuguait, avec le lignage, mais elle existe aussi chez le poète, avec son horreur innée de la facilité, de la pruderie, des euphémismes, de la promiscuité, de la lourdeur, de la tâche indue. Ni l'homme bien né, s'il s'en trouve encore un, ni l'écrivain au sang noble n'imaginera pouvoir user de mots obliques à la place d'une parole directe. Et il n'hésitera pas davantage face au pire, ni l'abrégera lâchement, ni n'abrégera lâchement l'inévitable. Tous deux ressemblent à ces gentilshommes de Balzac qui n'avaient rien de neuf ni de vieux, chez qui rien ne brillait, mais tout attirait le regard, et dont la distinction d'aujourd'hui était celle d'hier et aurait été celle de demain. Avant tout, la sprezzatura est en fait une façon alerte et aimable de ne pas entrer dans la violence et la bassesse d'autrui. C'est une acceptation impassible, pouvant à des yeux novices apparaître comme de la sécheresse, des situations auxquelles on ne peut rien changer et dont la sprezzatura décide paisiblement qu'elles n'existent pas. Ce qui est une manière indéfinissable de les modifier. Toutefois, on ne saurait la transmettre ni la conserver durablement si elle ne se fonde pas, comme une entrée en religion, sur un détachement presque complet des biens de ce monde, une constante disposition à y renoncer quand on en possède, une indifférence évidente à l'égard de la mort, un profond respect pour ce qui est plus haut que soi et pour les formes impalpables, ardentes, ineffablement précieuses qui en sont ici-bas l'emblème.
Cela signifie, entre autres choses, l'aptitude à voler au-devant de la critique, avec un élan souriant, avec la gracieuse emphase née de l'oubli de soi, un trait que nous trouvons aussi bien dans les préceptes d'éducation mystique que dans ceux de la civilité profane. Aux moines trappistes, au chapitre des fautes, il est ordonné de se prosterner, le visage contre terre, avant même de connaître l'accusation, aussitôt que le frère désigné pour cela a proféré son nom. Assimilerons-nous la sprezzatura à la géométrie délicate et féroce qui rend possible la danse de la libellule? Il y a bien d'autres passages que je pourrais vous lire. Je vais conclure là-dessus. À tout moment de la vie, la sprezzatura est un don juvénile. Elle est inséparable du sourire dont se part l'héroïsme étourdi et fou de la jeunesse et sa forte attirance pour l'ascèse. La fable observe fidèlement ses canons, et hier encore une adolescence déjà sevrée de légendes tenta avec un effort d'imagination de se contempler comme en un miroir dans le dernier habitant du royaume des elfes. Cet acteur radieux et tendre, Gérard Philippe, qui traversait la scène en vol et se mettait à parler en souriant, avec un léger tremblement dans les yeux, comme sous le coup d'une inspiration soudaine. La froide peur, l'horreur peut-être, encore une fois, de provoquer la foule avec son intime délicatesse de papillon, ont dépouillé la jeunesse de ce scintillant manteau d'Ariel. Héritage même, là où font défaut la force et la grâce, de son innocence et de sa spontanéité qui laisse parfois éclore cette fleur imprévisible, la révérence. Et bien voilà, donc des involtures nées d'une profonde ascèse, nées d'une réflexion âpre, rigoureuse sur soi. On connaît nos parts d'ombre, on a décidé de ne pas les fuir, on a décidé de ne pas laisser l'inconnu dans la maison envahir notre raison. Et nous avançons, fiers, insolents, toujours vifs et joyeux, disait Henri Miller. Alors donc, c'était tiré de Christina Campo, Les Impardonnables. L'écriture est magnifique, évidemment, pleine de feu, pleine de vie, pleine d'intelligence. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Mes vidéos vous plaisent. J'ai des petits problèmes. J'ai créé 2 chaînes maintenant, dont une qui j'ai 1 abonné, je pense, 2 en m'incluant moi. Vous pouvez être sûr que je vais m'écouter. Alors, je ne sais pas comment. Je la partage sur ma page Facebook. Je vais finir par trouver un ami qui comprend mieux ces trucs-là, qui sont, semble-t-il, assez simples, somme toute. Mais bon, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Alors donc, je vous embrasse et je vous invite à me téléphoner dans 514-736-0999 et à me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens livres voyageurs dans le quartier dévasté, à nouveau des travaux dans Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée à tous.